La crise malienne, la communauté internationale fortement mobilisée ici à Bamako, le Mali doit recouvrer très rapidement son intégrité territoriale. Pour cela, le groupe de contact et de suivi propose une réponse globale. La solution au problème malien, elle sera africaine ou ne le sera pas. C'est la forte conviction du président Goodluck Ebele Jonathan en visite à Bamako depuis ce matin. Rideau sur l'édition 2012 de Maxi Vacances, l'émission qui est à sa 10e édition a servi de tribune à la jeunesse de parler de paix. La fête a été tout simplement belle. Nous sommes vendredi 19 octobre, il a plu par endroits sur Bamako. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Le Mali est au centre des préoccupations. La deuxième réunion du groupe de soutien et de suivi sur la situation dans notre pays s'est ouverte aujourd'hui ici même à Bamako. Un point clé des débats, c'est le projet de concept stratégique des Nations Unies, un projet qui définit les besoins, les mesures politiques et sécuritaires pour sortir notre pays de la crise. En somme, la réunion parle d'une meilleure coordination des actions pour la reconquête du nord du pays. Déjà, l'Organisation des Nations Unies annonce l'ouverture d'un bureau de coordination à Bamako pour répondre aux besoins de notre pays. Sidiki Dambélé. Mobilisation tous azimuts autour du Mali. L'Union africaine, la CEDEAO, l'ONU viennent de franchir une étape décisive dans la résolution de la crise malienne à travers cette deuxième réunion du groupe de soutien et de suivi. La formulation d'une approche globale, d'un cadre de politique générale et la clarification du partage des rôles au niveau régional et continental, conditions indispensables pour sortir le Mali du gouffre. Il y a beaucoup d'actions qui sont engagées dans la résolution de la crise malienne. Mais il nous faut coordonner tous ces efforts pour une meilleure efficacité dans la gestion de cette crise. Abondant dans le même sens, le président du Conseil des ministres de la CEDEAO dirait que cette rencontre constitue un tournant décisif dans le règlement de la crise malienne, car le projet de concept stratégique, objet de la résolution 2011 des Nations Unies sur le Mali en discussion, définit les contours de déploiement de la force africaine. D'où la satisfaction du président de la République qui compte les secondes et appelle les partenaires à lever les sanctions sur le Mali. Je voudrais insister sur le caractère urgent de cette mise en œuvre, car nous sommes engagés dans une véritable course contre la montre et nous ne devons plus perdre la moindre seconde qui serait mise à profit par notre adversaire commun. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis, en vous remerciant pour votre sens de l'anticipation, je vous prie d'accepter notre plaidoyer pour la levée des sanctions qui frappent notre pays. Ce faisant, vous aurez accru les chances de notre peuple à surmonter les conséquences d'une guerre tout aussi corrosive que celle que les terroristes livrent présentement à sa civilisation. Reconquérir le Nord et organiser les élections à l'issue de la transition, pour le président de la République, il ne saurait y avoir de dichotomie entre ces deux missions fondamentales du gouvernement. Mais il y a un hic. Nous travaillons donc à l'organisation d'élections crédibles et transparentes dans les meilleurs délais. Mais nous ne sommes pas de ceux qui pensent que les élections peuvent être organisées sur une partie du territoire malien. Le moindre centimètre carré de notre territoire doit participer aux élections, sinon ce serait la reconnaissance du statu quo actuel et donc la consécration de la partition de notre pays. Nous ne sommes pas à l'heure du bilan, mais la cause Mali mobilise au plus haut niveau déjà. L'ONU entend renforcer sa présence politique au Mali en ouvrant à Bamako un bureau chargé d'améliorer la coordination avec les autorités maliennes des activités devant les aider à atteindre leurs objectifs nationaux. Avec la mobilisation record et l'engagement des amis du Mali à cette deuxième réunion, on peut dire sans risque de se tromper que l'espoir est permis. L'espoir est permis, Sidiki Dambélé. Dans une réunion comme celle de ce matin, les différents acteurs viennent toujours avec des attentes, mais il se passe aussi des choses dans les coulisses. L'un de nos reporters, Modibo Mariko, s'est intéressé à ces coulisses.
Les centres internationaux de conférence ces jours présentaient un visage pas comme les autres. La réunion du groupe de soutien et de suivi sur la situation au Mali est importante parce que considérée comme un tournant décisif dans la recherche de solutions à la crise qui traverse notre pays. Les acteurs sont unanimes, plus rien ne devrait être comme avant car le plus difficile était que les acteurs se retrouvent et cela donne de l'espoir. J'ai trouvé une atmosphère de coopération vraiment profonde. Je suis optimiste. La question n'est plus s'il faut aller contre les occupants, mais comment s'y prendre, par le dialogue ou la répression. Pour certains, l'un n'exclut pas l'autre. Il n'y aura pas de résolution, mais je pense qu'il y aura des impulsions. Donc impulsions en faveur de l'action des autorités de transition. La réunion d'aujourd'hui est pour nous un prolongement des 2 résolutions adoptées par le Conseil de sécurité et nous voulons travailler avec l'ensemble de la communauté internationale pour répondre à l'appel qui a été lancé pour venir en assistance au peuple malien. Pour d'autres, il faudra aussi écouter les Maliens. Une approche basée sur les réalités et basée aussi sur ce que les Maliens veulent promouvoir. Le vent du balai diplomatique qui a soufflé sur les locaux du CICB était encadré par un impressionnant dispositif sécuritaire. Un dispositif qui ne laissait personne échapper, même pas les diplomates, soit dit en passant, doyens du corps. Quiproquo à l'exécution des hymnes. Faut-il exécuter l'hymne du Mali après celui de l'UA pour la fanfare qu'on a demandé sur place? Ce n'était pas normal. Pourtant, ils l'ont fait, mais tenaient à le faire savoir. Un sommet de cette envergure à Bamako, les femmes aussi ont vite fait de rappeler qu'il faut compter avec elles. La raison, c'est qu'elles sont parmi celles qui sont les plus touchées par les conséquences de la crise et elles tenaient à rappeler à l'ordre. Les banderoles déployées à cet effet étaient éloquents. Construire la paix, une œuvre au profit des générations. Les organisateurs pour qui le boulot était loin d'être facile. Pour ce genre de rencontres, il y a toujours plus de participants que d'invités. De toute façon, gouvernement, institutions religieuses, ONU, UA, CEDEAO, tous ont vu les représentants arriver les uns après les autres. Mais non sans donner, il faut les reconnaître du fil à retordre au protocole. Parmi quand même les coups de cœur au cours de cette cérémonie, on notait que tous les acteurs prenaient la mesure réelle des défis. Mais les femmes, plus que les autres, ont aimé l'arrivée d'une femme à la tête de la commission de l'UA et les Maliens qu'elle ait consacré sa première visite à leur pays. Le ministre des Affaires étrangères a tellement senti le poids du défi qu'il a fait une confidence à son enfant avant de venir. J'ai dit à mon fils que le monde entier arrive à Bamako. Le monde entier arrive à Bamako pour nous aider et pour protéger notre pays. Qui sait, le salut pourrait venir du cri des cœurs purs. En tout cas, les acteurs concernés par la crise avaient des choses à se dire. Pour cela, ils ont vite fait de le faire sans témoin dérangeant la presse. Beaucoup de personnes à Bamako pour cette réunion, en marge de la réunion. Donc, le Premier ministre, Cheikh Modibo Diarra, s'est entretenu avec des personnalités au nombre desquelles Romano Prodi, c'est le tout nouveau envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, la nouvelle présidente de la Commission de l'Union africaine, Madame Dlamini Nkosazana Zuma, compte rendu de signer Mahamadou Doumbia. Dans le cadre de la réunion de soutien et de suivi de la situation qui traverse notre pays, le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra a accordé 6 audiences à différentes personnalités. La première personnalité reçue a été le secrétaire général adjoint des Nations Unies, Elias Son, et la deuxième, Jean-Félix Paganon, le représentant spécial pour le Sahel. Nous avons fait le point à la fois sur la question du renforcement des capacités militaires du Mali, qui est l'une des dispositions de la résolution 2071, qui est un sujet sur lequel l'Union européenne a décidé de lancer une opération de politique commune d'aide au Mali, mais dans laquelle aussi il peut y avoir une dimension bilatérale française. Après la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma, c'est le secrétaire général du service européen d'action extérieure de l'Union européenne qui a été reçu. Ce qui est très intéressant dans cette rencontre, c'est que toute la communauté internationale est en train de se mobiliser en faveur du Mali. Tout le monde est venu à Bamako pour rencontrer les autorités maliennes et pour voir avec elles comment maintenant on peut essayer d'avancer de manière concrète, pratique, de manière aussi opérationnelle que possible,
pour aider le Mali à sortir de la crise, à la fois pour ce qui concerne la transition politique qu'il faut mettre en place, et ça c'est un point important, mais tout à l'heure les membres du gouvernement nous ont expliqué un peu les projets qu'ils avaient, pour voir comment on peut aider aussi l'armée malienne à renforcer ses moyens et ses capacités, pour vous aider à mettre en place les moyens aussi d'un dialogue avec ceux qui sont au nord et ceux avec lesquels on peut parler. Après Kadri Désiré Ouédraogo, président de la commission de la CEDEAO, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies a été reçu. La journée d'aujourd'hui, c'était très important. Je n'ai jamais vu dans ma vie le Conseil de sécurité voter à l'unanimité, l'Union européenne 100% d'accord, et tout cela. Et il faut profiter, exploiter la situation pour trouver la politique unitaire du Mali pour le futur du pays. Tous se sont réjouis de cette réunion de soutien et de suivi de la situation au Mali. Une réunion qui a été aussi marquée par la signature d'un accord de siège entre le gouvernement du Mali et la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour l'établissement du bureau du représentant spécial du président de la Commission de la CEDEAO. Documents signés respectivement par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Tchema Hubert Koulibaly, et Kadri Désiré Ouédraogo, président de la Commission de la CEDEAO. Activité diplomatique très intense dans notre pays avec la visite aussi du président nigérian. Le président nigérian Goodluck Ebele Jonathan est arrivé ce matin à Bamako. On le voit sur ces images. Il est le premier président à fouler le sol malien depuis la crise institutionnelle et sécuritaire que traverse notre pays. Il a été accueilli par le président de la République. Goodluck Ebele Jonathan a rencontré déjà toutes les forces vives de la nation. Le président nigérian est accompagné pour cette visite par son ministre des Affaires étrangères, celui de la Défense et son chef de la sécurité d'État. Le président nigérian, ce matin, à son arrivée à l'aéroport de Bamako, nous saluons le chef du gouvernement, le docteur Cheikh Modibo Diarra, et les membres du gouvernement. Cette visite de travail du président nigérian donc est peut-être une chance pour enfin entamer le processus de stabilisation dans le nord du Mali. Le président Goodluck est donc à Bamako pour échanger avec toutes les forces vives, on vous l'a déjà dit, et trouver une solution africaine au problème malien. Goodluck Ebele Jonathan l'a dit à son arrivée, c'était au micro de Aïssata Ibrahim Maïga. I'm here in this great country, one day walking visits. Je suis ici effectivement parce que le Nigeria fait partie intégrante d'abord de la sous-région et aussi de l'Afrique tout entière. Donc le problème que nous connaissons aujourd'hui au Mali, ce n'est pas un problème uniquement du Mali, ça concerne tous les pays de la sous-région et tous les pays du continent. C'est pour cette raison que nous avons fait le déplacement afin d'échanger, de discuter avec le président de la République, avec le Premier ministre et les chefs des institutions, afin de trouver un moyen pour faire sortir le Mali de cette situation. Et je suis sûr que vous n'êtes pas sans savoir ce qui se passe également dans mon pays avec le groupe terroriste Boko Haram. Donc c'est en conjuguant nos efforts que nous pouvons arriver à trouver une solution commune au terrorisme dans notre sous-région et sur notre continent. Et aussi, vous n'êtes pas sans savoir que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté une résolution justement pour permettre à l'Afrique de pouvoir s'unir et de venir donc trouver une solution africaine donc, au problème qui se pose au Mali.
Visite à pas de course pour le président nigérian, déjeuner à huis clos entre Goodluck Jonathan et son homologue malien. Après la réunion de suivi, le président de la République, le professeur Diankounda Traoré, a reçu, comme le veut notre tradition du pays, le président nigérian à sa table pour un déjeuner. C'était dans la convivialité que s'est tenu ce déjeuner. Cependant, rien n'a filtré de l'entrevue de plus de 2 heures entre les deux personnalités. Voilà ce que nous a été rapporté par notre reporter à ce déjeuner, Nyanya Aliou Traoré. Le président de la République du Nigeria, qui a pris ses quartiers à l'hôtel Radisson Blu de Bamako, a successivement reçu en audience le Premier ministre, les parlementaires, les représentants des partis politiques, le président du comité militaire pour le suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité, le capitaine Amadou Aya Sanogo, et bien d'autres personnalités. Daouda Sidiki Diarra. C'est un calme olympien qui règne ce vendredi à Radisson Blu, un hôtel 5 étoiles retenu pour héberger les présidents nigérians. Tapis rouge déroulé, un impressionnant dispositif de sécurité mis en place. Tout était fin prêt pour réserver un séjour agréable au président nigérian Goodluck Jonathan. À 10h environ, le cortège présidentiel s'immobilise devant l'hôtel. Peu après l'arrivée du président nigérian, le Premier ministre lui a rendu une visite de courtoisie. Si nous avons eu la chance d'avoir la poignée de main du premier visiteur avec Goodluck Jonathan, les activités suivantes seront hors caméra car notre équipe de reportage a été gentiment remerciée par la partie nigériane. Et pour cause, les autres audiences sont à titre privé, nous a-t-on dit. Dans l'après-midi, ce fut le tour du président du comité militaire pour le suivi et de la réforme des forces de défense et de sécurité du Mali d'être reçu par le président nigérian, le capitaine Amadou Aya Sanogo. Avec cette visite du président nigérian dans notre pays, on est à mesure de dire que vraiment c'est un début de solution dans le cadre de la stabilisation de la situation dans notre pays. L'actualité sur un autre plan, plénière à l'Assemblée nationale, les députés ont voté 2 projets de loi. Les 2 projets portent sur la ratification de l'accord de Ouagadougou du partenariat entre les États ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique et la communauté européenne et la ratification de l'ordonnance du 15 août 2012 concernant le capital social de la Société des mines d'or de Goukonto SA dans le cercle de Kenyeba. Amadou Ouattara a suivi cette séance plénière. Le premier projet de loi concerne la ratification d'un accord signé le 22 juin 2010 à Ouagadougou, modifiant l'accord de partenariat entre les États ACP et la communauté européenne signé à Cotonou le 23 juin 2000. Le Fonds européen de développement est l'instrument principal de l'aide communautaire à la coopération au développement dans le cadre de l'accord de Cotonou. Le projet de loi était défendu par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale qui, à la lumière des questions posées par les députés, a donné des éclaircissements. Depuis les événements de mars, vous savez tous que l'aide est suspendue. L'aide budgétaire est arrêtée. Le budget lui-même est suspendu. Après plusieurs discussions, nous sommes arrivés à faire redémarrer l'aide projet. Nous espérons, avec les progrès que nous accomplissons chaque jour par rapport à la reconquête de la stabilité institutionnelle, par rapport aux nouvelles perspectives politiques pour notre pays, pouvoir entamer un dialogue de confiance avec nos partenaires pour que l'aide budgétaire puisse reprendre. Cette loi a été votée par les 104 députés présents dans la salle. La deuxième loi porte sur la ratification de l'ordonnance du 15 août 2012 autorisant la participation de l'État au capital social de la Société des mines d'or de Goukonto SA dans le cercle de Kenyeba. Le capital social
de la mine d'or de Gounkoto sera constitué par des apports et fixé en commun accord par les deux parties de la façon suivante: 80% pour Randgold et 20% pour l'État malien. Les travaux de Gounkoto ont commencé en 2010, pendant que le code 2012 n'était pas encore sur la table. Les travaux ont commencé en 2010, 2011. En aucun cas, ce milieu ne pouvait présager qu'en 2012, il y aura un nouveau code qui va contrarier les dispositions du code de 91. Un. De deux, le code de 91, je l'ai sous la main. C'est le gouvernement du Mali qui l'a souverainement signé en 91. Voilà ce qu'il dit textuellement. Chaque fois que la société prendra la décision d'exploiter un jugement, une nouvelle société d'exploitation pourrait être créée pour la mise en œuvre du jugement. La société d'exploitation sera régie en particulier par les dispositions de la présente convention de 91. Le projet qui a été l'objet de points de vue divergents a été finalement adopté par 69 députés, 15 contre, 1 non votant et 5 abstentions. Pèlerinage 2012, les Maliens se concertent au consulat général à Djeddah pour mieux amorcer la dernière ligne droite du Hajj, c'est-à-dire les étapes de Mina et Arafat. À ce niveau, les autorités saoudiennes ont tenu à faire des observations à l'endroit de l'encadrement des pèlerins maliens, au nombre desquels des problèmes d'insalubrité et de désordre enregistrés à Djeddah et à la Mecque du fait de nos pèlerins l'année dernière. Cette année, il faut anticiper et pour rectifier le tir, Mamadou Nyamadjara, Karunga Konate sont nos envoyés spéciaux à la Mecque. Cette rencontre a regroupé les travailleurs du consulat, les responsables de l'encadrement des pèlerins et les représentants de la communauté malienne résidant à Djeddah et à la Mecque. Tous les participants sont d'accord qu'il faut améliorer l'organisation à Mina et à Arafat. Chaque année, il y a des difficultés récurrentes liées non seulement à l'occupation illicite des tentes par les résidents, mais aussi par rapport à l'hygiène, par rapport à la sécurité. Ce que les autorités saoudiennes reprochent essentiellement aux organisateurs, c'est la salubrité au niveau des tentes, notamment à Mina et Arafat. Nous avons jugé nécessaire de rencontrer la communauté résidente pour porter à sa connaissance les reproches qui sont faits de façon récurrente à leur endroit et recueillir en retour leurs préoccupations. Les représentants de la communauté malienne résidant à Djeddah et à la Mecque ne sont pas d'accord d'être les seuls responsables du désordre causé chez les pèlerins maliens. Les résidents reconnaissent tout de même d'avoir mené des activités commerciales chez leurs compatriotes. Ils proposent d'appuyer cette année la commission d'encadrement à Mina et à Arafat. On les a proposé de maintenir les lieux salubres, d'organiser les femmes devant la déventure des tentes des Maliens pour qu'il n'y ait pas d'attroupement, pour que les pèlerins puissent rentrer librement, sortir librement, donc pour qu'il n'y ait aucun problème. Les trois parties doivent se retrouver pour une décision finale. Dans tous les cas, la dernière étape du Hajj 2012 commence à Mina le mercredi 24 octobre 2012, 8e jour du mois de Tabaski. Je rappelle que Mina et le mont Arafat constituent des étapes très importantes pour le pèlerinage. Retour à l'actualité nationale, l'église baptiste prie pour la paix au Mali. C'est à l'occasion de la visite du ministre des Affaires religieuses et du culte. Hier, Dr Yacouba Traoré a été reçu au temple de Dieu à Niamakoro par le délégué général de l'association des groupements d'églises et missions protestantes et évangéliques de notre pays. La rencontre a été suivie par Moïse Traoré. L'église baptiste de Niamakoro a été inaugurée en 2007 alors que l'introduction de la pratique à Bamako remonte à 1993. Cet après-midi de jeudi, le temple de Dieu reçoit le ministre des Affaires religieuses et du culte. La visite de prise de contact est une occasion de prière pour la paix et la cohésion au Mali. Ce dont nous avons parlé essentiellement, c'est le renforcement de la collaboration des différentes confessions dans un cadre d'un pays laïque
d'un pays où nous pouvons jouir de toutes nos libertés religieuses et nous pouvons travailler ensemble pour la construction de cette nation. Et nous avons aussi parlé, n'est-ce pas, de notre souci de voir ce pays retourner à une constitution qui lui donne, n'est-ce pas, un gouvernement stable, un gouvernement reconnu par toute la population. Dans une ferveur de recueillement, cantiques et chants rythment la rencontre. De par les missions qui sont assignées, je voudrais vous assurer de mon engagement personnel à œuvrer pour l'avancement de l'évangile au Mali dans le cadre de la laïcité et l'État réaffirme à jamais notre pays. L'implantation de l'église baptiste au nord du Mali remonte à 1951. Il y a de cela 51 ans. S'enquérir de la situation de dégradation de la route Bougouni-Garalo-Manakoro, c'est l'objectif de la visite du ministre des Transports et des Infrastructures routières à cet endroit. La route Bougouni-Garalo affiche une mine des plus désastreuses. La visite du ministre a permis de faire un état des lieux et de poser des perspectives pour sa réhabilitation. Alousseni Touré était du voyage. Emprunter la route Bougouni-Garalo en période hivernale n'est pas chose aisée. Et pour la première fois, un ministre de la République a osé défier les obstacles pour se rendre à Garalo. Ce tronçon long de seulement 47 km vous coûte 3 à 4 heures de votre temps. Les habitants de Garalo disent avoir trop attendu la réalisation de cette route et la présence de cette délégation redonne de l'espoir. Il y a trop d'accidents de véhicules, il y a trop d'accidents aussi de motos. Et peut-être que cette année même, on a eu un accident un peu déplorable qui a coûté la vie à quelqu'un. Notre souhait aujourd'hui, que vraiment qu'on ait même pas le goudron, mais une route bien faite en latériste. On dit en Kassouébi. Peut-être le goudron, ça c'est autre chose parce que ça demande beaucoup de moyens. Dans un premier temps, les services techniques envisagent d'y remédier en faisant ce qu'ils appellent un reprofilage, une technique qui consiste à redonner à la route une forme normale en attendant de reprendre tout le tronçon en latérite. Actuellement, nous avons entrepris dans le cadre des travaux d'entretien courant de faire un reprofilage, comme on est sorti de l'hivernage, dans les zones où le reprofilage est possible, et de faire des rechargements partiels en latérite et des rechargements partiels en moellon. Donc ces moellons vont permettre dans des zones basses de faire passer les véhicules même s'il y a une stagnation d'eau. Bien sûr, cette solution est de court terme et le gouvernement voudrait faire mieux. Le chef du département a compris l'ampleur du problème. On est venu pour nous enquérir de l'état de cette route et voir dans quelle mesure, en concertation bien entendu avec le ministère de l'Agriculture à travers la CMDT, pour voir comment améliorer la réalisation de ces routes. La route Bougouni-Garalo est une aubaine pour les populations de la localité. Elle aboutit à la frontière de la Côte d'Ivoire en passant par Manakoro. La direction de la police nationale vient de lancer un nouveau projet dénommé Projet Promotion de l'assainissement et des bonnes pratiques d'hygiène, et cela pour lutter contre le paludisme dans les différentes cités de police du district de Bamako. Le projet est financé à hauteur de 36 millions par l'ONG WaterAid. Reportage Moussa Fane. 36 millions de francs CFA, c'est le coût du financement du projet Promotion de l'assainissement et des bonnes pratiques d'hygiène pour la lutte contre le paludisme. Initié par le service santé et affaires sociales de la police nationale, ce projet a pour objectif de lutter contre les maladies hydriques et le paludisme dans les cités de police du district de Bamako. L'amélioration de la gestion des eaux usées et du fonctionnement des services d'assainissement sont entre autres des facteurs de lutte contre la pollution. Il est donc désormais urgent de s'attaquer au problème de l'assainissement dans une perspective durable, associant toutes les parties prenantes et surtout les communautés, les autorités locales, les ménages et les investisseurs. Pour la représentante de l'ONG WaterAid, ce projet s'inscrit dans la dynamique de la protection de l'environnement. C'est ce qui justifie leur accompagnement. Notre mission est de transformer des vies en améliorant l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement dans les communautés les plus pauvres du monde.
Nous avons apprécié l'initiative d'un projet de promotion de l'hygiène et des bonnes pratiques dans les cités de police. Au niveau des cités de la police, le constat est assez préoccupant, dû à l'absence par endroit des caniveaux de drainage des eaux usées, du nombre insuffisant des latrines et l'insalubrité de l'environnement. Ces constats montrent que des efforts doivent être consentis. Le projet qui vient d'être lancé a une durée de 3 ans. Mobilisation de 2000 femmes du district sur la poliomyélite. Cette campagne de sensibilisation des femmes est une initiative de la Direction régionale de la santé. Le but, c'est d'informer et sensibiliser ces mêmes femmes pour qu'elles acceptent de vacciner leurs enfants en vue d'éviter la poliomyélite. Reportage Fatim Koné. Qui mieux que les femmes pour passer un bon message de sensibilisation? C'est la raison pour laquelle la Direction régionale de la santé, en partenariat avec l'OMS, a ciblé plus de 2000 femmes des 2 rives du district de Bamako pour lancer sa campagne de sensibilisation sur la poliomyélite. L'objectif, c'est de sensibiliser davantage les femmes. Les sondages nous ont montré qu'elles étaient faiblement informées. Donc c'est pour pallier ces déficits que l'UNICEF a bien voulu financer ces rencontres-là. Et nous supposons, pour la première fois, nous avons eu un bon taux et que cette fois-ci, le taux va doubler ou tripler. Au menu de ce lancement, prestations artistiques, animations, sketchs et projections de films sur la maladie. Toutes ces activités avaient trait aux conséquences de la poliomyélite, la fiabilité du vaccin, les rumeurs autour du vaccin, entre autres. Des sujets qui ont permis aux femmes de comprendre l'importance de la vaccination contre ce fléau. Notre souhait serait que dans ces 4 prochains jours, que tous les enfants, où qu'ils se trouvent, quelles que soient leurs conditions, que vous puissiez nous aider à les atteindre, que vous puissiez convaincre leurs pères, leurs mères, leurs sœurs, leurs frères, de les sortir et de rester à la maison pour qu'on puisse les atteindre. A signaler aussi que depuis 2008, aucun cas de polio n'a été notifié au Mali, sauf des cas de transfert venant de la sous-région. La période de soudure, l'expression est bien connue. Les vivres qu'on avait sont terminés et il n'y a rien à manger les jours qui arrivent. Des moments durs que connaissent la plupart de nos paysans. Quand les veuvages et le handicap viennent s'ajouter à cela, l'angoisse est plus grande et c'est à ce type d'angoisse que l'ONG World Vision a remédié cette année dans certaines familles des communes de Massatola et de Kolokani. Le reportage de nos caravaniers Aboubakar Touré et Tchessera Emmanuel Dambélé. Dans les familles démunies des communes de Massantola et de Kolokani, l'ONG World Vision a remédié aux angoisses de la période de soudure. Au mois de septembre dernier, au moment où les réserves de vivres des ménages étaient épuisées et quand il n'y avait encore rien à récolter, elle a gracieusement offert une enveloppe à 216 ménages. Ils nous ont fait appel, ils nous ont remis à chaque ménage 35 000 francs. Et donc ces 35 000 francs nous ont permis de subvenir à certains besoins tels que l'achat de nourriture pour la famille, l'achat des frais médicaux de nos enfants, parce qu'en ce moment, c'était un moment très critique, les enfants étaient malades, on n'avait rien à manger. Pour ce volet sécurité alimentaire de ces activités, le donateur avait travaillé avec le commissariat à la sécurité alimentaire qui avait dégagé les zones déficitaires après la campagne agricole 2011-2012. Le choix des ménages, lui, a été fait grâce à l'expertise du service local de développement social qui a arrêté des critères de choix des ménages nécessiteux. Ce sont des ménages qui n'ont pas de grands revenus, ou les chefs de ménage est handicapé, ou bien c'est une veuve. Beaucoup de chefs de ménage sont des femmes de veuves. Et en dehors de ça, les critères richesse a été calculé sur la base des biens dans la famille, notamment les animaux, bien un engin, une moto par exemple. Dans ces ménages, les bénéficiaires ont tiré une autre leçon des durs moments traversés cette année. Pendant la campagne agricole qui tend vers sa fin, tous se sont arrangés à cultiver plus pour s'épargner d'autres angoisses liées à la sécurité alimentaire.
Le ministre de l'Élevage et de la Pêche a rencontré ce matin les anciens ministres, ses prédécesseurs, directeurs nationaux, des personnes ressources, bref, toutes les parties prenantes évoluant dans le secteur de l'élevage et de la pêche. La rencontre a eu lieu à la direction des finances et du matériel du ministère de l'Élevage et de la Pêche. Pour le ministre Makan Tunkara, l'objectif est d'aller à l'école des anciens afin de rentabiliser l'élevage et la pêche dans notre pays. Je vous le disais dans les titres, au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ, l'édition 2012 de Maxi Vacances a pris fin hier soir par une série d'activités récréatives célébrant la paix à travers la jeunesse de toutes les régions de notre pays. Pendant des semaines, cette émission phare de l'ORTM, qui fête alors ses 10 ans, a servi de tribune à une centaine de jeunes talents afin de se prononcer sur la situation actuelle du pays à travers danse, poésie, chansons, sketchs et jeux. À l'arrivée, plusieurs lauréats ont été récompensés grâce au soutien des partenaires de Maxi Vacances. Amadou Kodjo, l'animateur principal de l'émission, et son équipe se disent satisfaits du déroulement de la saison 2012. Témoin de l'événement, Aboubakar Meiga. Maxi Bruit pour terminer en beauté Maxi Vacances 2012, la salle Bazmouna Sissoko du Palais de la Culture n'en pouvait plus. La finale de cette 10e édition de Maxi Vacances a duré plus de 3 heures, ponctuée de Maxi Émotion, Maxi Surprise et Maxi Cadeau. Cette année, en raison de la situation du pays, l'ORTM, à travers son émission phare dédiée à la jeunesse, a choisi les thèmes de la paix pour célébrer la créativité artistique et la culture générale chez les jeunes. Dans toutes les rubriques de l'émission où les talents ont compétit, a résonné ces mots, la paix. Que ce soit en danse, en chanson, en sketch, en jeu ou en poésie, les futurs cadres du Mali se sont montrés aussi très sensibles aux problèmes actuels de leur nation. Nous sommes résolus de mourir. Mais où donc, cher Malia, notre beau pays est devenu orphelin. Maxi Vacances, c'est aussi la récompense des talents. L'édition 2012 a été remportée en poésie par Alima Togola, en comédie par les très célèbres Parastamol, en troupe musicale par les groupes Siramouri Diabaté. Les trophées de la musique solo revient à Souba Gomno et celui de la culture générale à Bintou Keita. Nous, on veut la paix d'ici le 20 janvier 2013. L'innovation de cette année, c'est aussi l'interprétation par des jeunes de certaines vieilles chansons nationales et la présence de nouveaux animateurs aux côtés du présentateur vedette de l'émission sur scène. En plus des prestations époustouflantes de plusieurs artistes invités, Maxi Vacances doit surtout sa réussite au soutien de ses nombreux partenaires dont Orange Mali, Pile Massa, la coalition de la société civile pour la planification familiale, l'AGETIC et le Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ. Mesdames, Messieurs, la vie, c'est beaucoup de fêtes, beaucoup de moments de joie, mais aussi des moments de douleur, de deuil. C'est ainsi que la nation malienne est en deuil. Le colonel Assimi Souleymane Dembélé a été arraché à l'affection des siens. L'affection, et cela à l'âge de 77 ans. C'est un acteur privilégié de l'évolution de l'armée malienne, grand officier de l'Ordre national du Mali. Le colonel à la retraite Assimi Souleymane Dembélé a eu un parcours très brillant dans l'armée malienne. Il a été inhumé hier après-midi au cimetière de Sotuba. Lamine Keita. L'armée actuelle, elle a une vocation réellement militaire. Elle a une vocation militaire et les officiers, les sous-officiers et les soldats sont formés suivant la déontologie pure de l'armée. C'est une foule d'amis, d'officiers supérieurs et de personnalités qui étaient aux obsèques du colonel à la retraite Assimi Dembélé, ancien officier supérieur du génie militaire des forces armées du Mali.
Né le 4 février 1935 à Mouroudia, cercle de Nara, Assimi Dambélé fréquenta l'école régionale de San, l'école militaire préparatoire africaine de Saint-Louis du Sénégal, avant d'incorporer l'armée française en 1955. Il intégra ensuite l'armée malienne en juin 1961 après l'appel du président Modibo Keïta. Il commença sa carrière militaire à l'âge de 20 ans. Il était un officier très remarquable pour ses compagnons d'armes. Nous retenons de lui, n'est-ce pas, l'image d'un officier qui a été bien formé, d'un officier exemplaire, qui s'est acquitté valablement de toutes ses tâches et qui aujourd'hui laisse vraiment derrière lui l'image d'un homme sérieux. Sur le plan professionnel, c'était un homme extrêmement compétent. Et la compétence, la justice, l'équité, il l'avait dans les veines. Et quand il avait un commandement, tout se passait très bien. Au cours de sa carrière, il cumule en 1982 3 fonctions: commandant du génie, président de la Commission nationale d'enquête et président de la Commission de recouvrement des créances de l'État. On retient également de lui qu'il a été le premier officier à recruter le personnel féminin dans l'armée malienne. Aussi bien sur le plan professionnel que social, l'homme était très bien apprécié. Je viens de perdre un ami. Mon grand frère était un ami à moi, un ami à tous ses frères, un ami de tous ses frères, je disais. C'est lui qui coordonnait les affaires de notre famille. Il était le trait d'union entre tous ses frères. Désormais, le colonel Assimi Dambélé repose au cimetière de Sotiba. Il laisse derrière lui une veuve et 5 enfants inconsolables. Eh oui, d'ores en paix, colonel Assimi Dambélé, ainsi va la vie. Nous demandons, nous prions à Allah Tout-Puissant de l'accueillir en son sein. C'est donc tout pour ce journal, mesdames et messieurs. Demain, 13h, Sira Bachili et 20h, Nyanya Aliou Traoré. D'ici là, merci de rester de cœur et d'action avec nos compatriotes des régions du Nord vivant sous occupation. Nous ne les oublions pas, et cela jusqu'à la libération totale de notre territoire. Excellent week-end à tous sur le RTM.